Bonjour tout le monde, il y a quelques jours j'ai partagé ce message où Jérôme, même si habituellement il n'aime pas mes vidéos, reconnaît que la circulation en voiture à Paris est devenue impossible et cherche des conseils pour acheter un vélo et pour faire son trajet de Trocadéro à Montreuil. Nous avons beaucoup discuté, j'ai même été jusqu'à refaire son trajet pour l'accompagner. Waouh, cette vue avec la tour Eiffel, épique. Donc normalement ça m'indique 53 minutes à peu près et on va voir combien il nous faut pour aller jusqu'à Croix-de-Chavaux. Et cet échange qui peut paraître anecdotique est l'occasion de partager avec vous les erreurs à éviter pour rouler à vélo à Paris et ailleurs, et surtout comment le faire sans vous mettre en danger. Ça sera aussi l'occasion de montrer que ce mode de transport n'est pas réservé aux grands sportifs, contrairement à l'image qui lui colle encore à la peau, car le vélo a énormément évolué techniquement ces dernières années en s'adaptant toujours plus aux besoins des usagers, et les aménagements cyclables de plus en plus nombreux viennent accompagner cette nouvelle opportunité de déplacement. Et même si vous êtes un cycliste chevronné qui regarde cette vidéo, vous pourrez quand même repartir avec quelques conseils qui vous feront voir votre trajet quotidien avec plus de sérénité. Pour revenir sur ce message, il m'a beaucoup intéressé car il illustre un déclic, une remise en question de la manière de se déplacer. Chose qui est finalement assez rare et souvent mal vécue, comme on peut le voir dans le message. C'est toujours très difficile de changer une habitude et dans son cas même le vivre comme une défaite car il va subir le changement plutôt que le choisir. Et pour tout vous avouer, je n'ai pas choisi le vélo au départ. Ce n'a pas été un choix par pur plaisir. Non. C'est surtout suite à plusieurs grosses galères. La plus marquante, ça a été dans une rame bondée du RERC en approchant Paris et où j'ai fait un malaise vagal. Je me suis simplement effondré suite à un stress énorme dû au nombre de personnes qui m'écrasaient, à l'impression d'étouffement, une sensation horrible dont on ne peut pas s'échapper, sauf en perdant connaissance. J'ai réouvert les yeux quelques minutes plus tard, sur le quai, allongé, avec des personnes autour de moi, sans aucune idée de comment je suis arrivé là, et ça a été mon déclic pour ne plus jamais revivre cette expérience. Il a donc fallu que j'envisage une autre façon de me déplacer. Et au grand mot, les grands remèdes, j'ai donc commencé à déménager à Paris, dans un tout petit appart pour me rapprocher de mon travail, et je me suis mis à utiliser le Vélib qui venait d'être installé à Paris. Allons-y, top! Et quelques années plus tard, après avoir changé plusieurs fois de travail, j'étais faire un entretien pour un poste à 17 km de chez moi. Alors j'y suis allé à Vélib, je vous laisse imaginer dans quel état je suis arrivé à l'entretien, et j'ai l'impression qu'au vu de ma détermination, ils m'ont dit c'est ok, tu reviens lundi, c'est bon, on te prend direct. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai fini par acheter mon premier vélo. Et au final, tous ces choix n'étaient pas dictés par une envie, mais par un manque de choix. L'impossibilité de prendre les transports en commun et l'impossibilité d'avoir un véhicule motorisé. Bref, vous avez compris qu'il n'y a pas de camp du bien, de camp du mal, c'est juste trouver la manière la plus efficiente pour soi de se déplacer. Et pour revenir à Jérôme, la voiture devenant trop contraignante à utiliser, la première chose que j'ai pensé pour lui, c'est quel mode de transport est le plus adapté à son besoin. Car le vélo n'est pas toujours la meilleure solution. L'outil le plus simple finalement pour effectuer ces comparaisons, c'est Google ou bien l'application Citymapper, mais qui fonctionne malheureusement uniquement sur les grandes villes. Et grâce à ces applications, on peut regarder l'heure de départ ou d'arrivée pour avoir une estimation pendant l'heure de pointe. Et je vous parlais de Citymapper parce qu'il va toujours rechercher la solution la plus intéressante avec l'ensemble des modes de transport à disposition. Par exemple, l'itinéraire le plus rapide qu'il a trouvé à ce moment T, c'est le vélo libre-service, le RER et de nouveau le vélo. Ou même des solutions encore plus originales comme marcher, prendre le métro, prendre le RER et ensuite prendre le taxi. Bref, vous l'avez compris, il y a une infinité de manières de se déplacer et c'est aussi ça qui est intéressant de regarder pour trouver le mode de transport qui vous conviendra le mieux. Après mûre réflexion donc, le choix du vélo pour lui était le plus adapté pour des raisons de ponctualité, de coût et même le côté sportif. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Reste donc maintenant à trouver le vélo qui est le plus adapté. Et là, ça dépend évidemment des besoins de chacun. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une panoplie de choix incroyables pour simplifier l'accès à ce mode de transport. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous présenter le R20 Pro, vélo pliant à assistance électrique qui sponsorise cette vidéo. J'ai fait un petit peu plus de 300 km avec pour l'emporter un peu partout et le tester. L'avantage, vu qu'il est pliant, c'est qu'il rentre partout, même dans les petits ascenseurs ou dans les petits appartements parisiens. Je rentre parfaitement. Je dois l'avoir plié. Nickel. C'est toujours mieux que de le laisser dehors et de ne pas le retrouver. Salut mon pote! Je l'ai également emmené dans le TGV pour aller à Arras. Il rentre parfaitement grâce à une housse que vous pouvez acheter avec, en option. Et l'avantage, c'est que vous pouvez prendre ce vélo avec vous sans surcoût, parce qu'il est simplement considéré comme un bagage. Bon, renseignez-vous quand même, parce qu'il y a Wigo qui demande de souscrire à l'option vélo de 5€. Mais bon, je boycotte Wigo depuis ma vidéo sur Lyon, donc plus de problème avec le vélo. Ah oui, bien sûr, je vous ferai une vidéo spéciale sur Arras, parce qu'il y a plein de choses à en dire, donc n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné pour ne pas louper le sujet. Et puis ça permet aussi de soutenir un display. Le vélo, lui, arrive dans un carton par un transporteur, il ne reste plus qu'à le déplier. Oui, c'est un vélo pliant,
Il faudra ensuite l'ajuster à votre taille et vérifier que tout est bien vissé. Une fois que tout est prêt et que vous roulez avec, il ne demandera pas beaucoup d'entretien car il est équipé d'une courroie et d'un moteur électrique à vitesse automatique. Le passage de vitesse automatique est vraiment surprenant. C'est la première fois que je teste ça avec une courroie. Au début, ça fait un peu bizarre car je suis vraiment habitué à changer de rapport, mais là, ça se fait tout seul et c'est vraiment parfait pour un débutant. Parce qu'il n'y a pas besoin de se demander si on est sur la bonne vitesse ou de rétrograder quand on arrive à un feu. Tout se fait automatiquement. L'assistance au pédalage est vraiment très progressive et agréable. On a toujours la sensation d'en avoir sous la pédale et de ne pas pédaler dans le vide, comme sur certains vélos à assistance électrique. Il n'y a pas non plus d'accélération brusque pour atteindre un maximum de vitesse. C'est à nous de réguler avec le pédalage et donc c'est vraiment pratique pour suivre d'autres cyclistes dans un groupe par exemple. Il a des freins hydrauliques à disque. Et il est équipé d'un feu avant et arrière alimenté par la batterie. Et l'autonomie est plutôt bonne, environ 45 km à pleine vitesse. Il permettra donc largement de couvrir les 30 km aller-retour de Jérôme. Et au niveau de la batterie, il a une grosse originalité, c'est que vous pouvez augmenter son autonomie avec une batterie externe qui rajoute environ 30 km. Il suffit juste de débrancher le câble et de le rebrancher sur l'autre batterie. C'est vraiment plug and play, c'est très original comme système, c'est vraiment pratique. Bon, le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement pour ajouter un porte-bidon sur ce vélo, vous devrez faire votre petit bricolage, comme moi. Ça ne laisse pas indifférent. Voilà, maintenant ça ressemble à une bouteille de noce. Ça pousse. Bon, cette batterie externe est loin d'être indispensable, mais pour moi qui fais des longs trajets en direct, eh bien ça m'a été pratique plusieurs fois. Et l'avantage d'un vélo assistance électrique, c'est aussi de ne pas galérer au niveau des redémarrages, de rendre le trajet complètement plat et ainsi de vous déplacer sans faire aucun effort. Et parlant de plat, il a une fourche qui absorbe bien les pavés. C'est pratique quand tu vis dans le 16e comme Jérôme. Bon, là, c'est de la pavasse partout ici, hein. C'est terrible. Mais l'avantage de la fourche, c'est que ça absorbe vachement bien. Le guidon, lui, est réglable comme celui d'une trottinette. C'est pour ça qu'il a cette tronche-là. Et c'est parfait pour les grands et les petits. Et je vous parlais de sport, même si l'assistance électrique se coupe à 25 km/h, vous pourrez forcer pour l'amener plus haut. Il n'y a pas cette frustration de mouliner dans le vide quand on a atteint les 25 km/h. À vous de choisir donc quand vous souhaiterez forcer pour faire votre sport, parce qu'il pèse quand même 18 kg. Et le dernier détail qui tue, c'est qu'il a des clignotants. C'est donc parfait pour les personnes qui conduisaient une voiture et qui veulent se mettre au vélo. Ils pourront clignoter pour tourner. Bon, le petit bémol, c'est qu'ils ont fait les choses un peu à moitié. Le clignotant n'est que à l'arrière, pas à l'avant. Et donc les personnes qui sont en face de vous ne sauront pas que vous allez tourner. Donc c'est quand même mieux de continuer à mettre la main pour indiquer votre direction. Et il n'y a pas non plus de rappel sonore ni visuel quand vous avez mis le clignotant. Et donc ça m'est arrivé de l'activer et de complètement l'oublier et de le retrouver à la fin du trajet. J'ai fait remonter tous ces points au constructeur qui m'a informé que ça allait être amélioré sur une prochaine version. Mais en l'état, pour moi, ça reste quand même un gadget. Pour le coup, le vendeur est très réactif. Il y a un service après-vente en cas de souci avec des pièces ou la batterie. Ils ont un centre en Allemagne pour pouvoir gérer ses retours. Donc comme vous l'avez compris, moi j'ai bien aimé le vélo. Vous risquerez de le revoir dans d'autres vidéos parce que je vais l'amener un petit peu partout avec moi. Bien sûr, ce vélo ne correspond pas à tous les besoins. Je vous laisse d'ailleurs voir le sujet spécial que j'avais fait pour choisir son vélo. Je vous recommanderais de ne pas acheter un vélo sur un coup de tête. Prenez le temps de le tester, de louer des vélos d'abord pour voir ce qui vous convient pour ensuite partir sur un achat et préférer l'occasion au neuf. Bon, maintenant que le choix du vélo est fait, il va falloir choisir votre itinéraire. Et il y a une infinité de solutions à vélo. Pour vous aider dans le choix, il existe plusieurs applications qui sont spécialisées dans les déplacements à vélo, comme par exemple GeoVélo. Ça vous propose des itinéraires selon plusieurs critères. Si vous avez un vélo assistance électrique, si vous souhaitez un tracé équilibré, sécurisé ou plus direct. Il y a également Komoot qui permettra également de détailler très précisément les différents types de routes auxquelles vous serez confronté, si c'est des aménagements sécurisés ou par exemple de la nationale. Mais je trouve qu'ils ont une approche beaucoup plus sportive du vélo que GeoVélo. Parce que là, ils me disent 24 minutes pour faire le trajet. Bon, une fois que vous avez trouvé votre itinéraire cyclable idéal, si vous êtes débutant, je vous conseillerais quand même de commencer par des gros axes cyclables et ainsi bénéficier de l'effet masse critique. C'est-à-dire que quand vous circulez avec d'autres cyclistes, c'est un petit peu comme un banc de poissons. Ça permet de limiter pas mal de risques, comme par exemple se faire couper la route ou que des automobilistes viennent stationner sur l'aménagement cyclable parce qu'ils ont tout de suite la sensation de gêner au vu du nombre de cyclistes qui circulent ici et on se sent aussi plus en sécurité avec d'autres cyclistes autour de nous. Et la première fois que vous allez faire votre trajet, faites-le pendant un week-end. Partez en reconnaissance. Prenez le temps qu'il faudra pour repérer d'éventuels problèmes afin d'ajuster votre itinéraire et aussi de connaître le temps réel entre celui qui est annoncé et celui que vous mettrez vraiment. Et ça permettra aussi de voir si le vélo que vous avez choisi est bien adapté pour vous. Alors je sais, c'est beaucoup de précautions qui sont nécessaires, mais c'est hyper important pour pas avoir à se stresser le jour J et essayer de se dépêcher pour récupérer quelques minutes. Ne faites jamais ça. N'essayez jamais de gagner du temps quand vous êtes en retard à vélo. Jamais. Prenez votre temps. Tous mes accidents que j'ai eus à vélo, je les ai eus le matin quand j'ai essayé de me presser pour aller au travail. Quand je roulais tranquillement, en dehors du cadre sportif, en anticipant, eh bien j'avais aucun problème. Et un autre conseil, partez toujours du principe que personne ne vous voit sur la route. Plutôt que de donner un coup de sonnette,
anticiper. Anticipez les piétons, anticipez les véhicules motorisés, soyez toujours prêts à vous arrêter. Le plus gros accident que j'ai eu, et je vous le donne en mille, c'est arrivé un matin quand j'allais au travail, je me suis fait couper la route par un automobiliste parce que j'étais certain qu'il m'avait vu et qu'il m'avait anticipé. Je me suis trompé. Ça m'a coûté une jambe et des mois de rééducation pour pouvoir apprendre à remarcher. Et c'est à partir de ce jour qu'en remontant à vélo, je me suis appliqué 2 règles, personne ne te voit et le trajet prendra le temps qu'il faudra. Et depuis ce jour, je n'ai eu aucun autre accident. Enfin, sauf le fou furieux là, mais ça c'est vraiment un cas exceptionnel. Ah, et le dernier point à vous mettre en tête avant de partir, c'est que si un usager sur la route fait de la merde et vous met en danger, c'est pas contre vous en particulier qu'il en a. Alors je vous dis ça parce que j'ai mis des années à ne plus m'énerver contre les comportements qui me mettaient en danger. Je pars maintenant du principe que c'est peut-être la première erreur que fait cette personne de la journée, et cet état d'esprit m'a permis d'avoir des échanges plus constructifs avec les autres usagers. Je vais vous aider. Il n'y a pas de souci. Et surtout d'être beaucoup moins stressé sur mon trajet. Et ça, je vous en parle en détail dans cette vidéo. En résumé, si j'ai une altercation, je vais toujours commencer par bonjour. Ça permet de désamorcer complètement un début de conflit. Puis ensuite, expliquer le problème, chercher une solution avec l'autre usager. Et ensuite, on se dit au revoir et on passe à autre chose. Et croyez-le ou non, ça, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a fait beaucoup de bien sur mes trajets, de plus avoir à m'énerver et de pouvoir échanger comme ça avec les autres usagers. Mais ça va le faire s'ils regardent les gens. Je vous en prie, bon courage. Bon, maintenant que vous avez toutes les billes pour faire votre trajet, il est temps de se lancer. Pour Jérôme de Trocadéro à Montreuil, j'ai cherché l'itinéraire le plus sécurisé. Et il a pas mal de chance car justement son trajet est en train de s'améliorer. Il débute à quelques minutes de Trocadéro, qui est en train de connaître une énorme transformation. Pour aller à gauche ici, eh bien, il faut aller à droite. Là, on ne peut pas aller à gauche en tant que cycliste. Donc je suis obligé de continuer. Accessoirement, me faire couper la route. Non, c'est bon. Et je crois bien que c'est le premier rond-point escargot du monde. Je vais peut-être même à faire une vidéo spéciale sur cet aménagement parce que c'est vraiment hyper original. Quand vous arrivez dessus et que vous voulez aller à gauche, eh bien ce n'est pas possible. Il faudra passer par la droite, faire tout le tour, comme sur une coquille d'escargot. C'est moi qui ai trouvé le nom, hein. Cherchez pas. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait la possibilité de faire une piste cyclable bidirectionnelle sur l'extérieur, ce qui aurait quand même vachement simplifié les déplacements des cyclistes. Mais bon, bref, ils ont oublié. Au moins, il y a un aménagement ici, il fonctionne pas trop mal. Il offre au moins une certaine sécurité au déplacement des cyclistes. Et voilà, bon par contre l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est sur l'aménagement, il y a plus de feu, donc ça c'est pas mal. 2 seconds later. C'est complètement con. Comment je ressors par là? Je peux pas. Il y a une double ligne blanche. Mais c'est complètement con. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse tout le tour là comme un gogol à chaque fois si je veux. Et pourquoi il y a une biguire au sol là? Et certains automobilistes n'ont pas non plus compris l'aménagement. Je voulais aller à gauche, je me suis retrouvé à tourner dans ce sens-là. Ah d'accord, lui, il n'a pas compris non plus comment ça fonctionnait. Il va faire demi-tour là. D'accord. Bon, une fois qu'on est sorti de là, direction La Seine pour rejoindre la piste cyclable rive gauche. Ici, proche de Iéna, la zone est complètement en travaux car cet espace va bientôt recevoir les JO et la circulation automobile ici sera complètement fermée. Je ne sais pas encore si ça sera étendu aux piétons et cyclistes, c'est encore assez flou et je vous tiendrai informé car si c'est le cas, ça risquerait d'impacter très négativement les déplacements à vélo et à pied. Pour le moment, je vous mets toutes les informations dont je dispose sur les JO en description de la vidéo et si vous vous abonnez, bien je vous publierai sur la partie communauté d'autres informations si j'ai des éléments complémentaires. C'est donc encore un petit peu compliqué pour rejoindre cette piste rive gauche, mais il faut avouer que le panorama est juste incroyable pour un vélo taf. Il faudra ici essayer de suivre la bande cyclable pour ensuite rejoindre dès que possible l'aménagement sécurisé de l'autre côté de la chaussée et ensuite pouvoir en profiter sur toute la distance. De pouvoir rejoindre la piste cyclable ici, en passant là, comme ça. Voilà. Alors le problème c'est qu'ils n'ont pas mis de M12 tourne à gauche là. Donc tu te retrouves à faire un petit peu comme je fais en coupant un peu à l'arrache, mais au moins tu rejoins l'aménagement cyclable. Alors il est aussi possible de passer autre part pour éviter ce point noir, mais si vous avez à circuler le long de la Seine, je vous recommanderais quand même de toujours choisir la rive gauche, quitte à faire un petit détour, car elle offre quand même une continuité cyclable vraiment très agréable, les intersections sont plutôt bien faites, la piste est large, les dépassements y sont possibles, et surtout on s'y sent vraiment en sécurité. C'est vraiment l'itinéraire parfait pour les débutants. Durant ce trajet, j'ai également dû faire face à une zone de travaux sur le pont de Sully. Il est actuellement fermé à la circulation après avoir été fragilisé par un bateau-mouche qui l'a heurté. Alors généralement à Paris, ces travaux disposent de déviations cyclables, mais c'est pas toujours le cas comme ici où il ne reste que le trottoir pour circuler. Mais l'avantage avec le vélo, c'est qu'on peut aussi se faufiler et redevenir un piéton pour éviter d'avoir à faire un gros détour.
Ah, et j'en profite pour rappeler que le trottoir, c'est pied à terre, sauf s'il existe un aménagement cyclable temporaire qui est indiqué au sol. Non, mais c'est normal, t'es avec des piétons, tu vas pas rouler comme un débile avec les piétons. Et puis, ça me ferait rire qu'il y ait un retour de karma avec des policiers au bout. Hein. Enfin, je pars toujours, on dit, voilà, il y a des personnes à mobilité réduite, des piétons, des personnes âgées. Tu vas pas les slalomer là-dedans. Puis en plus, c'est pour 100 mètres. Il y a un moment où... En plus, voilà, les piétons te remercient. Prenez le temps de marcher, ça va pas vous tuer. Vous aurez même le droit à des remerciements et des sourires des autres piétons. Je vais me répéter, mais prenez le temps. Vous serez tellement plus détendu et profiterez tellement plus de votre trajet. Bon, une fois qu'on s'est échappé d'ici, direction Bastille. Et là, il y a un petit changement qui apporte quand même énormément de sécurité. Les cyclistes disposent maintenant d'un petit séparateur et d'un feu dédié. Avant ici, c'était très dangereux parce que les véhicules motorisés coupaient la route des cyclistes qui arrivaient de leur droite. Et aujourd'hui, les cyclistes peuvent démarrer au feu avant les véhicules motorisés et sécurisant un petit peu plus cette intersection. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des premiers feux à Paris à fonctionner de cette manière, donner le feu vert aux cyclistes avant les véhicules motorisés. C'est quelque chose qui est très commun par exemple aux Pays-Bas. Une fois que l'on a réussi à traverser la Bastille, on arrive sur l'une des plus belles pistes cyclables de Paris, un aménagement digne des Pays-Bas, très confortable, très agréable et où on se sent en sécurité séparé de la circulation. Et ensuite il va falloir emprunter un double sens cyclable pour remonter jusqu'à la porte de Montreuil. Bon alors ça, les doubles sens cyclables, j'avais fait un sujet spécial là-dessus, c'est un moment qui peut être pas forcément agréable, surtout quand il n'y a plus de séparateur physique sur l'aménagement cyclable. Je vous conseillerais de circuler bien au centre de la chaussée pour faire ralentir un petit peu les véhicules qui arrivent en face et ensuite faciliter le passage en vous serrant vers la droite. Ensuite, on arrive sur une autre configuration de route plutôt classique au final. C'est simplement une route où il n'y a pas d'aménagement cyclable et où la circulation est partagée. Ici, c'est limité à 30, vu qu'on est à Paris. Et là, les vélos à assistance électrique auront leur petit effet en simplifiant le redémarrage, en avançant jusqu'à 25 km/h et en évitant d'être dépassé n'importe comment. Et petit rappel, quand il y a des bouchons, vous avez le droit de dépasser les autres véhicules, mais faites-le par la gauche. Il est interdit de dépasser par la droite si vous ne disposez pas d'aménagement cyclable. Et ne commencez pas un dépassement si ça commence à avancer devant vous. Étant donné qu'on va de Paris à Montreuil, à un moment donné, il va falloir franchir une porte de Paris, ce qui n'est jamais un moment très agréable. Mais heureusement, au niveau de la porte de Montreuil, il y a eu de grosses améliorations qui ont été effectuées. C'est beaucoup plus sécurisant qu'il y a 2 ans. Bon, c'est encore un aménagement temporaire, mais au moins, on peut faire tout le tour en sécurité. Il y a des feux qui sont dédiés pour les cyclistes. Il n'y a plus qu'à se laisser guider et c'est pas trop mal. Et en arrivant sur Montreuil, j'ai décidé de m'échapper de cette nationale pour aller sur un axe secondaire. C'est souvent les meilleurs amis des cyclistes. Le flux de circulation est moins important et si, comme ici, il y a des doubles sens de circulation qui sont aménagés, ça permet de créer des axes qui sont plutôt sécurisants. Encore une fois, Jérôme a de la chance. Ici à Montreuil, la situation pour les cyclistes s'est grandement améliorée. Il y a ces nouveaux aménagements cyclables qui ont fait leur apparition. C'est d'ailleurs encore en travaux. Mais les choses vraiment commencent à s'améliorer et permettent ainsi de réaliser ce type de trajet Paris-banlieue. Au final, pour ce trajet, j'aurais mis environ 50 minutes, sans me presser, en choisissant un itinéraire plutôt sécurisé, où je n'ai pas rencontré de situations dangereuses, car c'est justement le choix de cet itinéraire qui a permis de limiter au maximum ce type de situation. Et pour garantir encore plus de sécurité, le reste va se jouer sur le comportement des usagers, en anticipant l'autre au maximum, en ayant une vitesse mesurée. Ça vous permettra ainsi de donner le coup de frein salvateur et d'éviter un accident. Et le dernier point, c'est que si vous rencontrez souvent des points noirs sur votre trajet à un endroit en particulier, je recommanderais de changer de trajet. Parfois, un petit détour d'1 ou 2 minutes peut changer radicalement le confort de votre itinéraire. Et si vous arrivez à identifier les causes de ce problème, vous pouvez également prendre le temps de faire remonter ça à votre ville. Vous n'imaginez pas à quel point les services d'urbanisme sont désespérément dans l'attente de retour des usagers. Peu de personnes prennent le temps de faire remonter ces problèmes, car on pense que ça sert à rien, mais je peux vous assurer que ce n'est pas une utopie. De nombreuses situations problématiques, qui sont d'ailleurs présentes dans cette vidéo, comme le feu de Sully, le carrefour de Montreuil et tant d'autres, ont été modifiées suite à des signalements d'usagers. Aussi bien des particuliers qui vont contacter directement la voirie pour ajouter par exemple des panneaux via l'application Dans ma rue, ou bien le travail d'association pour indiquer l'importance de ces aménagements cyclables pour sécuriser ces itinéraires. Alors n'hésitez pas et n'attendons pas un événement malheureux pour que les choses avancent. Et enfin, si vous êtes encore frileux de prendre le vélo, que vous avez peur, je vous conseille de commencer avec un groupe. À Paris, quasiment tous les soirs, il existe de nombreuses sorties vélo. J'ai d'ailleurs réalisé un site où je les référence, et également dans d'autres villes de France. Et il y a également des gros événements ponctuels pour rouler tous ensemble, comme par exemple la Convergence Vélo qui se tiendra ce week-end. J'y serai, donc n'hésitez pas à venir, c'est une occasion en or pour se remettre en selle et découvrir le vélo à Paris. J'espère que vous avez apprécié ce format qui vous permettra à votre tour de vous projeter dans un trajet à vélo pour aller au travail ou ailleurs. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent ce média sur les plateformes de dons et qui me permettent de travailler à plein temps.
ainsi que le sponsor du jour Ado et R20. Vous retrouvez toutes les informations en description. Et bien sûr, merci au lecteur de Discord. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonne route! Et là, les images, vous les intégrez dans un prochain... Là je suis venu juste pour venir, j'avais pas d'idée derrière la tête, mais effectivement ce qui pourrait être cool après c'est d'illustrer le principe de rouler ensemble à vélo quoi.